Bonjour. Alors, désolé de mon retard par rapport à la fréquence habituelle de mes publications, mais l'actualité va maintenant tellement vite qu'il devient difficile de suivre. J'avais préparé une première version et pendant ce temps-là, les restrictions dans la crise sanitaire ont changé au moins 4 fois et des événements importants se sont déroulés. Alors, vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut aussi bien réfléchir à la façon dont on les dit. Surtout, il faut relativiser les choses, pouvoir encore les interpréter avec lucidité et ne pas céder d'une part à la panique, d'autre part au flot d'informations contradictoires que nous recevons et qui constituent une nouvelle politique de contrôle. En effet, de cette manière, l'individu lambda, déjà un peu paumé ou mouton, déjà mal informé, ne sait plus qui croire, ne sait plus que penser, et dans ce cas, la tendance est à ne rien faire ou à faire n'importe quoi, ce qui est de toute façon contre-productif. Dans la présentation qui va suivre, j'aurai quelques bonnes nouvelles et certains propos encourageants, mais je préfère vous le dire tout de suite, il ne faut rien prendre comme une affirmation définitive, tout pouvant à tout moment être remis en question. Nous sommes clairement dans une période de tourmente et d'incertitude. Merci donc de ne considérer ce qui va suivre, avertissement à l'égard de qui vous savez. Donc, merci de ne considérer ce qui va suivre que comme l'expression d'opinions personnelles, de questions ou d'hypothèses, sans la moindre idée d'injonction ni de substitution à la profession médicale. Alors en fait, à l'heure actuelle, contrairement à ce que certains pensent, rien n'est encore joué. Tout reste possible. Mais l'État profond a bien compris une chose, nous sommes engagés dans une course contre la montre qu'il veut gagner à tout prix, et en raison de ses échecs précédents, sa seule possibilité d'encore pouvoir s'imposer est de garantir un pouvoir suffisant sur une assez grande partie du monde et de peut-être gagner en finale au terme d'un long bras de fer. Au niveau des bonnes nouvelles, eh bien, j'ai pu dernièrement m'infiltrer largement dans le milieu médical, dans une moindre mesure dans le milieu politique, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, et dans certains milieux associatifs de défense du citoyen contre diverses agressions entre guillemets, bien entendu, comme par exemple dans le cas de l'implantation de la boucle du Hainaut, je ne sais pas si vous voyez correctement, donc où il est question d'une série de gigantesques pylônes à haute tension, mais ne s'agit-il que d'électricité? Cela a eu pour conséquence notamment de pouvoir localiser et identifier les établissements recevant des patients Covid. Et donc, dans un avenir proche, nous pourrons procéder à des vérifications. Nous pourrons donc nous faire une idée plus précise du nombre réel de patients, mais également d'occupation de lits, de cas de contamination, d'affectation en soins intensifs, etc. Au niveau politique, quant à lui, on comprend entre les lignes, bien entendu, que ce ne sera pas seulement Paris-Roubaix ou le salon de l'auto qui sera supprimé, pas seulement la foire de Liège, mais aussi la fête d'Halloween et plus que probablement les fêtes de fin d'année. Bah, après tout, n'avait-on pas déjà changé complètement les appellations de la plupart de nos fêtes religieuses? N'a-t-on pas saccagé nos cimetières? Notre-Dame n'a-t-elle pas flambé? Un prêtre n'a-t-il pas été égorgé? N'a-t-on pas essayé de supprimer le sapin de la Grand Place de Bruxelles? L'accompagnateur du Grand Saint n'a-t-il pas été gommé de nos tablettes? Donc, pourquoi pas? Et serait-on finalement étonné que l'on parle de milieu sataniste? Au niveau hospitalier et donc sanitaire, là, il va y avoir des choses à dire, hein. Il faut bien entendu se garder de tirer des conclusions qui s'avéreraient hâtives en comparant la situation avec les pays voisins. En Belgique, toutefois, on comprend assez mal la volonté de multiplier encore le nombre de tests, voire de les étendre à la totalité de la population. C'est pourtant un point qui a été évoqué à la radio la semaine passée. Alors que nous sommes déjà supposés être en pénurie de réactifs, que les laboratoires sont au bord de l'explosion, que les médecins sont débordés, et qu'il arrive parfois, comme à Liège, que les files d'attente soient longues à ce point qu'elles en arrivent à bloquer l'autoroute voisine. C'est d'ailleurs d'autant plus étonnant qu'aux dernières nouvelles, contrairement à ses alter-ego européens, la Belgique n'a procédé à aucune commande en ce sens. Cherchez l'erreur. Serait-on, c'est donc une question, désespérément à la recherche de cas confirmés qui permettraient donc de donner
une suite à la progression de la courbe. Est-ce que le nombre de contaminations ou de lits occupés serait à mettre en liaison avec le fait que certains patients en maison de retraite seraient à présent hospitalisés alors que cela n'aurait pas toujours été le cas précédemment? Est-ce que certains lits occupés par des patients Covid réels ne pourraient pas être libérés parce que les intéressés pourraient recevoir le même traitement en ambulatoire? Alors, au niveau de ces fameux tests, je me pose franchement la question. On en est à environ donc 40 000 tests réalisés ces derniers temps, mais donc sur base de quel réactif, puisque voilà près de 2 semaines qu'on nous dit que demain ou dans 2 jours au plus tard, on sera à court de ces réactifs. Comment les réalise-t-on? Simple question, mais dont j'aimerais bien avoir une réponse. Au niveau de l'interprétation des chiffres, la question des cas confirmés asymptomatiques reste ouverte. Ceux-ci peuvent-ils transmettre la maladie ou bien, comme le prétend le professeur Toussaint, ces derniers ne pourraient-ils que transmettre une version non létale? Je rappelle que c'est une question. Pour ce qui est de ma localité, qui ne fait que 25 000 habitants, le relevé de Ciel-Sano fait état d'une progression de 78 plus 34 cas par rapport à la période précédente, et je ne dis nullement que ce n'est pas vrai. Je ne remets pas ces chiffres en question. Sauf que, vérification faite sur place, on s'aperçoit que l'un des 2 hôpitaux de la ville n'a jamais reçu le moindre patient Covid. Et ce, simplement pour des raisons pratiques, parce que l'un des 2 établissements était mieux équipé. Donc, de ce côté-là, pas de problème, pas de lézard. Mais l'autre établissement ne contient plus de patients Covid non plus, du moins était-ce le cas il y a environ 2 semaines, et évidemment, on pourra toujours me dire que la situation a pu changer entre-temps, c'est vrai, on l'a vu, il y a pour le moment une très nette progression apparemment donc de la pandémie, c'est assez catastrophique. Il n'en reste pas moins vrai qu'un simple calcul permet de supposer que les 2 dernières périodes n'ont vraisemblablement pas été marquées par une augmentation de plus de 25% par rapport à la totalité des cas comptés depuis le tout début de la pandémie. Donc, cela signifie que les patients en question sont chez eux, en quarantaine, occupés de se soigner par des moyens traditionnels et sans forme de gravité particulière, faute de quoi, simple logique, ils seraient hospitalisés. Bon, j'ai bien précisé que tout ça mérite d'être éventuellement relativisé. Entre-temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va tellement vite que ça devient difficile à apprécier. Donc, on a à la fois une analyse logique, mathématique ou probabiliste, et une constatation pragmatique de terrain. En conclusion, cela signifie simplement que dans ce cas précis, qui ne peut donc pas être mis en balance avec celui de Bruxelles ou d'Anvers, dont on ne parle pratiquement plus de ce côté-ci du pays en tout cas, la situation chiffrée se doit d'être correctement relativisée par le lecteur et non pas toujours en tout cas, dans une optique catastrophiste de confirmation. Donc encore une fois, il ne convient pas de généraliser cette information à la totalité du pays, ni de minimiser la situation présente. Je vais simplement signaler que puisque je suis en relation avec un patient hospitalisé à Bruxelles, sans rapport avec le Covid, précisons-le tout de suite, mais tout de même dans le cadre d'une affection respiratoire, le patient en question a déjà été testé 3 fois en PCR. Donc franchement, on ne sait plus quoi faire avec nos tests malgré la pénurie. C'est finalement peu important puisque les tests sont revenus négatifs et je m'en réjouis. Ce qui me réjouit beaucoup moins, c'est qu'à l'occasion de son anniversaire, une infirmière ait retiré son masque pour l'embrasser en prétendant que toutes ces histoires de Covid étaient des carabistouilles. Ces propos n'impliquent que l'infirmière en question, dont je ne connais pas l'identité, et même si je la connaissais, je ne vous la dirais pas. Je remercie cette infirmière pour son empathie et pour sa jovialité, mais je me dis aussi qu'en cas de retour positif d'un test PCR, le traçage devrait alors impliquer un membre du personnel hospitalier. Voilà qui fera sans doute râler les personnes dont on a imposé la fermeture de leur établissement, qu'il s'agisse de café ou de bar, sous le prétexte que les risques de contamination, principalement mis sur les épaules des jeunes trop communicatifs, sous l'effet de boissons, sont trop importants. À ce propos, puisque seuls les établissements du centre de la capitale sont concernés, du moins était-ce le cas jusqu'il y a peu,
Je vous ai dit que tout changeait à une vitesse canon. Ne peut-on pas redouter que ces mêmes jeunes s'en aillent se rincer le gosier, aller rire et chanter en périphérie, mais qu'ils provoquent également de graves accidents de la route? Ne risqueraient-ils pas alors aussi d'encombrer les établissements hospitaliers que l'on essaye déjà de libérer au profit de futurs patients Covid? Ils augmenteront en tout cas la mortalité en Belgique, et cela ne concernera pas la létalité de la pandémie. Mais qu'indiquera-t-on sur leur certificat de décès? Voilà, je vous disais qu'entre-temps, les choses ont changé. Effectivement, l'information vient de tomber pendant la réalisation de cette vidéo. Donc le Brabant wallon, en tout cas, va faire l'objet tout prochainement d'un couvre-feu qui va s'étendre de 1 heure du matin jusqu'à 6 heures du matin. Ceci peut être justement pour essayer de compenser le phénomène que je viens de vous signaler. À savoir que de cette manière, les jeunes ne pourront plus s'expatrier, s'exporter, partir dans la périphérie, principalement du côté du Brabant wallon, qui est très attractif au niveau festif, je vais dire. Mais je ne suis pas persuadé, quant à moi, que cette disposition sera franchement dissuasive. On a notamment donc 2 cas de figure possibles. Soit ces jeunes se dirigeront bien vers les établissements en question, mais ils y partiront plus tôt et ils boiront peut-être plus vite, ce qui reviendra au même. À noter que d'ailleurs certains n'attendent pas ces dispositions pour arriver sur place en étant déjà considérablement éméchés. Il y a une deuxième possibilité, si le couvre-feu va jusqu'à 6 heures, bah, autant faire la fête jusqu'à 6 heures, on partira après, ce sera encore pire. C'est pas moi qui, travaillant dans les transports en commun, vais vous dire le contraire. À 6 heures et même 7 heures du matin, combien de personnes, parfois franchement en état d'ébriété, n'ai-je pas été amené à transporter? Donc, enfin, là, évidemment, quand c'est un transport en commun, c'est autre chose. Mais tous ne prennent pas cette précaution, bien entendu. Alors, vous avez sans doute aussi entendu dire que du côté sud du pays, 30% des actes médicaux auraient été déprogrammés pour la même raison, c'est-à-dire en prévention d'une éventuelle saturation des hôpitaux. Est-ce que cela n'est pas aussi un peu dû au fait que l'on n'a pas tiré la leçon de la première vague? Ainsi, par exemple, n'est-il pas vrai qu'en France, à Paris, on n'a très curieusement pas augmenté le nombre de lits et que par contre, on en a même supprimé? C'est un comportement qui me paraît très bizarre de la part d'un gouvernement qui attendait manifestement avec impatience l'arrivée d'une deuxième vague. Et j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il ne la souhaitait pas quelquefois? Je ne sais pas. Vous voyez aussi que sur le plan médiatique, la stratégie semble avoir changé. Jadis, on tentait d'éveiller notre sensibilité en évoquant des décès tragiques de très jeunes personnes qui en fait n'étaient pas décédées du Covid, mais avec le Covid, démonstration et confirmation réalisées par un représentant de la task force lui-même, document toujours en ligne d'ailleurs. Désormais, on nous apprend que la maladie sévit au sein même de notre gouvernement. Ah, après un formateur, c'est maintenant un ministre-président qui est atteint et tout le monde doit passer au PCR. On va commencer à se poser des questions là, parce que bon sang, mais que font-ils donc au gouvernement? Ne mettraient-ils pas eux-mêmes en pratique les recommandations qu'ils formulent à l'intention de leur population? Oublieraient-ils de porter le masque? Ne se laveraient-ils pas les mains au gel hydroalcoolique? Ne respecteraient-ils pas la distanciation physique? Ces gens feront-ils l'objet d'un traçage ou bien, comme cela a récemment été le cas pour notre porte-parole interfédéral, M. Yves Van Latem, bénéficieront-ils d'un égarement du système? Rappelez-vous. Hein. D'un autre côté, ce sont des vedettes de la chanson ou du sport qui sont mises en évidence parce qu'elles ont contracté le Covid ou bien qu'elles ont été confirmées positives. Alors, je suis désolé pour, par exemple, Jennifer, pour Raja Nainggolan ou pour Ibrahim Zlatanovic, que ses connaissances en karaté n'auront donc pas protégé. Dans le cas présent, peut-être était-ce un karaté, ça c'est uniquement pour l'humour, hein, c'est pas méchant. Oui, je sais, le jeu de mots était facile, mais enfin bon, voilà. Il ne peut pas être question ici de diffamation non plus parce que la personne que je viens de citer n'existe pas. Les amateurs de football l'auront compris et corrigé eux-mêmes. Donc, humour seulement, you inattaquable sur le plan juridique. Sur le plan des libertés individuelles, on peut déjà dire que les dernières mesures d'assouplissement très relatives du dernier gouvernement, faisant fonction,
n'ont été qu'un feu de paille directement éteint par le nouveau gouvernement de plein exercice, celui-là, et même considérablement renforcé avec le concours d'une police qui montre de plus en plus les dents. Vous aurez sans doute entendu comme moi que celle-ci menaçait d'entrer dans les habitations afin de procéder au contrôle et de distribuer des sanctions éventuelles. Suivrait-on déjà le modèle australien? Il convient tout d'abord de préciser que ça ne peut se faire qu'avec un mandat de perquisition, qu'en fonction de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, l'inviolabilité du domicile est garantie, que théoriquement la perquisition ne peut s'opérer qu'en dehors de certaines heures. C'est marrant, ces heures correspondent généralement, grosso modo, aux heures du couvre-feu. Donc, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Alors, il faut aussi tenir compte du fait que le document rédigé à cet effet doit mentionner clairement les motifs et objectifs de la dite perquisition, faute de quoi les policiers pourraient fouiller chez vous, fouiller, j'ai dit, hein, et ou emporter n'importe quoi, donc pratiquement faire n'importe quoi chez vous. Donc, renseignez-vous sur vos droits par rapport à la législation de votre pays. Ben oui, par exemple, en ce qui concerne le mandat de perquisition, regardez ce qui est marqué dessus. Vous avez le droit de demander de lire le mandat de perquisition avant que celle-ci ait lieu. Et il faut tenir compte de chaque mention qui y figure. Ainsi, par exemple, le lieu qui peut être investigué, on va dire, doit être clairement indiqué. Et c'est celui-là qui est concerné. Tirez-en les conclusions. Si, par exemple, pour arriver dans votre salon, il faut franchir le corridor, il vaudrait mieux que le corridor soit donc aussi indiqué, faute de quoi les policiers ne pourront pas rentrer. Autre possibilité, il y a le flagrant délit constaté de visu par les forces de l'ordre ou rapporté par des tiers. Et revoilà évidemment le problème de la délation. Alors, on n'aime pas ce principe de la délation. Ce principe est à mettre en balance avec celui, en balance, c'est involontaire, avec celui de précaution et du risque réel sur le plan sanitaire. À vous aussi de ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Comme dirait l'autre, tant qu'à faire des conneries, autant bien les faire. Maintenant, rappelez-vous de comment ça s'est passé lors de la dernière guerre mondiale, ce qui s'est passé notamment avec les collabos, et je ne dirai que cela. Illustration pratique de la situation actuelle, alors même que je préparais ce texte, on sonne à ma porte concernant le passage en force de la 5G. De ce côté, je ne suis en tout cas toujours pas au courant d'une quelconque étude qui aurait été réalisée à propos de l'innocuité de ces transmissions. Aurions-nous donc des principes de précaution à deux vitesses? En même temps, je prenais connaissance des propos d'Erika Vlieg, infectiologue faisant partie du groupe de spécialistes sur lesquels se base notre gouvernement pour prendre ses décisions, et celle-ci était interrogée à propos de la perspective des fêtes de fin d'année et notamment de la Noël. Je vous en ai déjà touché un mot tout à l'heure. Il est déjà question d'un prochain couvre-feu. Non, il est déjà d'actualité, du moins dans le Brabant wallon, quand je vous disais que tout allait trop vite. Et un reconfinement se dessine aussi très bien. Va-t-on supprimer notre fête de Noël? Alors, pour schématiser la réponse de Madame Vlieg, je dirais qu'il était question de prendre exemple sur les musulmans. Il serait fallu de peu que je tombe de ma chaise en entendant cela. Et pourtant, j'ai de quoi m'asseoir. Hein. Madame Vlieg, avec tout le respect que je vous dois et avec tout le respect que je dois aux musulmans, je dirais que ce type de propos risque de mettre le feu aux poudres. Je dis risque, parce que dans le contexte actuel, on va trop loin. S'il vous plaît, ne mélangeons pas la religion, le christianisme, l'islam et tout ça avec le Covid-19. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça. C'est tout, voilà, pas de polémique à ce sujet. Mais en tout état de cause, vous supprimerez peut-être les décorations, certainement pas les miennes, j'ai déjà tout ce qu'il faut, voire les éclairages. C'est pareil, à part peut-être quelques ampoules qui seront défaillantes par rapport à l'année passée, mais comme j'en ai quand même des centaines, ça ne viendra pas là-dessus. Il y aura peut-être beaucoup moins de musique, mais il n'y a pas chez moi de quoi faire une fête pour 250 personnes, et peut-être moins de convives. De ce côté-là, j'ai pas de problème non plus, je compte pas inviter des centaines de personnes, mais en tout cas, j'ai du mal à croire que la totalité de la population, ça c'est un autre sujet, respectera
le protocole préconisé par M. Yves Van Latem concernant nos fêtes privées, dans lesquelles il devrait y avoir à table une bouteille de vin et au moins 3 de gel hydroalcoolique. J'exagère, c'est pour l'humour. Et une situation dans laquelle les uns mangeront dans la cuisine et les autres dans la véranda, entre le panier du chien et la litière du chat. Et s'il y en a encore d'autres, eh bien, ils devront manger dans l'atelier entre la boîte à outils et la fourrure à percussion. La crèche du petit Jésus va-t-elle être interdite à la vente? Une question devrait être sur toutes les lèvres. Est-ce vraiment une précaution sanitaire que l'on vise? En tout état de cause, une chose est certaine, à tout le moins, vous ne pourrez pas supprimer l'esprit de Noël. De toute façon, le reste n'est que du commerce, et ce dernier a lui-même déjà du plomb dans l'aile, un peu comme la colombe de la paix. Ne riez pas trop avec mes propos sur les convives à table. En France, déjà, on remue le couteau de la plaie avec des décisions de maboule. Ce sont les termes qui ont été utilisés par des journalistes. Quant à la manière de procéder dans les restaurants. Alors, à condition qu'ils soient encore ouverts, je vous décris le topo. Les clients de ces restos doivent porter le masque en entrant. Jusque-là, tout à fait normal. En s'asseyant à table aussi. Là, c'est différent. Parce que jusque-là, on faisait la distinction entre les personnes qui étaient debout et celles qui étaient assises, rappelez-vous. Ici, on ne fait plus cette distinction. Donc, vous vous asseyez à table au restaurant, vous conservez le masque. Ils doivent donc, les clients, le maintenir, ce masque, tant qu'ils ne consomment pas, le retirer et le remettre autant de fois que nécessaire en fonction des consommations. Vous imaginez le topo? Ils arrivent avec leur masque, ils attendent qu'on vienne les servir, c'est l'apéritif. Là, on enlève le masque au moment où on porte le verre à ses lèvres et on le remet tout de suite après. Ok. Même chose pour manger. Donc, entre chaque cuillerée ou entre chaque fourchette, non seulement c'est évidemment très peu convivial, mais on pourrait comprendre dans un but sanitaire, on pourrait comprendre si ça n'allait pas justement complètement à l'encontre du protocole du port du masque. Il ne faut pas oublier non plus que l'on est supposé se laver les mains avant et après le placement ou lors des retraits. Dans le cas présent, le masque, qui pourra aussi servir de serviette ou de pavoir, nécessitera 5 grandes bouteilles de gel hydroalcoolique à côté de la bouteille de vin. On mettra 1 heure pour prendre son repas, qui sera froid à la fin, car on en mettra 2 à se laver les mains. Est-ce que l'excès n'est pas supposé nuire en tout? Ne peut-on pas comprendre que l'ensemble de ces dispositions finit par revêtir un caractère totalement aberrant et disproportionné? Après les 2 questions qui précèdent, j'ajoute celle-ci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après tous les efforts que la population a déjà consentis depuis des mois, pour constater finalement une aggravation terrifiante de la situation, que cette même population considère les résultats obtenus jusqu'à présent comme très décevants? Et dès lors que certains soient tentés de dire écoutez, bon, on fera encore chez nous comme on veut, et bon, si le gouvernement n'est pas d'accord, qu'il commence par montrer l'exemple. Est-ce que vous pensez sérieusement que les gouvernements vont pouvoir continuer de convaincre autrement que par la force? C'est toujours une question. Je comptais aborder avec vous plusieurs autres sujets. Il y en a un quand même que je pourrais avancer ici et qui vient de tomber sur les téléscripteurs, pour reprendre l'expression consacrée il y a de cela quand même déjà pas mal d'années. C'est qu'une ville de Chine, maintenant donc, devrait faire l'objet d'un test généralisé, mais c'est une ville de Chine qui comporte 9 millions d'habitants. Ça doit faire penser certains à propos de la Belgique, hein, qui en compte 11. Donc, chez eux, une ville, autant d'habitants que dans tout notre pays pratiquement. Et voilà, donc ils comptent tester tout le monde parce que chez eux, on rencontre 6 cas. On ne précise pas de quel type de cas il s'agit. Hein. Cas asymptomatiques, cas développant une certaine forme de la maladie, donc des inconvénients relativement semblables au rhume ou à la grippe, ou bien des complications respiratoires, ou même des soins intensifs. Ça, on ne précise pas, on précise simplement 6 cas, et clac, on va tester tout le monde, 9 millions. Évidemment, vous me direz, c'est la Chine, mais c'est peut-être aussi un peu représentatif d'un certain état de choses, où, je le rappelle, lors d'un
récent Conseil national de sécurité, une question avait été posée à notre première ministre de l'époque, Madame Sophie Wilmès, mais quel est le but que vous recherchez maintenant? Quelle est la cible que vous visez? Est-ce que c'est le niveau 0? C'était une excellente question. Ici, pour 6 cas, ils veulent donc s'occuper de 9 millions de personnes. Alors, vous m'excuserez, je l'espère, mais l'actualité a encore changé entre-temps, donc bouleversant mes plans. Je vais donc en rester là pour aujourd'hui, tout en étant conscient de vous avoir présenté une vidéo qui était parfois inexacte ou en décalage avec l'actualité précise du moment, puisque ce que je viens de dire pourra être incriminé à certains points de vue. Donc, j'espère que vous m'excuserez à ce niveau-là. Mais puisque je vous avais aussi annoncé de bonnes nouvelles, je vais au moins vous livrer encore celle-ci, que je vais énoncer comme un message codé à la résistance. Le décodage est donc nécessaire de la part de ces spécialistes attitrés. Je répète, le décodage est donc nécessaire de la part de ces spécialistes attitrés. Vous savez donc où vous devez vous adresser pour en savoir plus. Vous y apprendrez donc que le travail de la CIA et du FBI n'auront pas suscité que l'hilarité. Et qu'au bas mot, certains vont en pâlir. 2 pièces importantes de l'échiquier vont donc tomber, ou devront probablement tomber, on va voir, et qui justifient donc la course à la montre à laquelle nous assistons. Et quelques petits conseils avant de terminer. Si vous êtes croyant, peu importe votre religion toujours, donc pas de polémique, priez. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait toujours pas de tort. Mais on n'a plus que jamais besoin de ce type d'égrégore. En plus, ça rime. Au niveau de l'égrégore, on aura l'occasion d'y revenir par la suite dans d'autres vidéos, puisque justement ça entre pleinement en relation avec les objectifs du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués. C'est question de mettre ensemble une certaine force spirituelle à ce niveau-là, dans une forme de résonance, si vous voulez, toujours sur le plan spirituel. Mais puisqu'il est question de milieu sataniste, eh bien pourquoi ne pas faire également une opposition à ce niveau-là. Alors prenez soin de votre santé, ça c'est un conseil qui est toujours valable, bien entendu, et notamment par les moyens naturels, donc fruits et légumes, notamment pour les vitamines, le sport, l'hygiène de vie, l'aération, la vôtre et celle de vos habitations. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas hypochondriaque. Ici, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Je veux dire, ne vous précipitez pas au premier éternuement. Ici, on entre dans une période hivernale. Donc, il est normal, comme chaque année, que on tousse un peu, on a la gorge qui gratte, on peut avoir le nez qui coule. Ça peut être simplement un rhume classique. Ça peut aussi être une grippe qui peut bien entendu aussi être plus grave. Tout dépend de votre libre arbitre. Moi, ce que je vais simplement dire, c'est que essayez d'agir, je veux dire, en harmonie avec ce qu'il vous semble le plus évident, le plus prudent aussi de faire. S'il le faut, il le faut. Allez bien entendu vous faire tester, ne prenez pas de risques au niveau sanitaire, mais n'y allez pas non plus directement parce que vous pensez au Covid. Bon, il ne faut pas non plus négliger cette possibilité, mais bon, parce que ce qui risque de se produire, c'est évidemment une espèce de cercle vicieux. Plus il y en a qui se précipitent pour aller faire le test parce qu'ils pourraient être animés par ce virus de la peur, plus on va augmenter le nombre de tests, à condition d'avoir assez de réactifs, et plus on va augmenter le nombre de personnes qui seront contaminées, mais pas forcément malades, pas forcément en soins intensifs, mais il y a toujours le risque. Donc c'est à vous de peser le pour et le contre. Bon, j'espère m'être bien expliqué. Voilà, et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser car il y a vraiment beaucoup de pain sur la planche. Du pain et des jeux, j'ai envie de dire, mais les gladiateurs, c'est nous. Et à propos de pain, eh bien, je ne lâcherai pas le morceau. Ici ou ailleurs, et vous savez déjà où. Là-dessus, plein de bonnes choses à tous. Salut.